De retour dans On va plus loin, numéro spécial ici au pied de la cathédrale de Strasbourg. Bienvenue si vous nous rejoignez. Place à notre entretien avec Daniel Cohn-Bendit qui nous fait l'honneur d'être ici. Merci, ancien député européen. Vous êtes à Strasbourg aujourd'hui pour assister à une cérémonie d'hommage à Stéphane Hessel à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance. Stéphane Hessel, je le dis pour nos téléspectateurs qui ne le connaîtraient pas, c'est notamment cet essai de 30 pages qui a connu un succès planétaire. Indignez-vous. Justement, on va peut-être y revenir avec vous, Daniel Cohn-Bendit. Que reste-t-il aujourd'hui d'Indignez-vous ? Il y a des tas de gens qui s'indignent. Le problème des 30 pages de Stéphane, c'est qu'il orientait l'indignation dans une certaine direction et qu'aujourd'hui, il y a des indignations qui vont dans tous les sens. Vous pouvez dire que des gens du Front National s'indignent. Vous pouvez dire que des insoumis s'indignent. Vous voulez dire que l'expression elle-même a été galvaudée ? Oui, elle s'est galvaudée parce que peut-être qu'à un moment... C'était lié à la personne, à la personnalité de Stéphane Hessel. Et qu'à partir du moment où Stéphane n'est plus là, l'indignation est un peu, aujourd'hui, un fourre-tout incompréhensible. Daniel Cohn-Bendit, est-ce que vous vous indignez de ce qui se passe entre les indépendantistes catalans et Madrid aujourd'hui ? Je m'indigne sur les deux. Je m'indigne contre le gouvernement espagnol qui, depuis des années, ne comprend pas ce qui se passe en Catalogne, une blessure historique, c'est une vieille histoire. Et je m'indigne aussi contre les indépendantistes parce que l'indépendance aujourd'hui de la Catalogne n'a aucun sens. Dans le monde d'aujourd'hui, quand on voit la mondialité, une Catalogne indépendante qui ne pourra pas faire partie de l'Union européenne. Parce que, imaginons que la Catalogne devienne indépendante. Elle sort d'abord de l'Espagne, donc de l'Union européenne. Elle doit faire une demande d'adhésion. Comme les demandes d'adhésion on doit y répondre à l'unanimité, l'Espagne dirait à tout non. Et donc, une Catalogne indépendante, sans euro, sans le marché européen et tout ça, c'est du baratin. Oui, mais est-ce que la question de fond, c'est pas justement cette mondialité dont vous parlez, cette mondialisation qui a peut-être un peu gommé les identités, écrasé les régionalistes ? Il faut arrêter de gommer les identités. Vous avez à Barcelone, ils ont une identité. Et ce qui est grave, c'est que si aujourd'hui, vous ne voulez pas parler catalan à Barcelone, alors là, vous êtes réprimé. Culturellement, vous disiez que vous êtes d'extrême droite. Il y a des tas de gens qui parlent espagnol. Je connais un professeur qui ne parle pas le catalan. Eh bien, il n'a plus le droit d'enseigner à l'université de Barcelone. Vous trouvez ça normal ? Du coup, vous êtes plutôt du côté de Paris, de Bruxelles, du roi Felipe qui vient de qualifier les indépendantistes d'irresponsables. Écoutez ce que je dis. Oui, je vous écoute. J'ai dit le contraire. J'ai dit que je suis indigné. Mais non, je suis indigné contre la politique de Madrid. Et les violences de dimanche dernier ? Ben oui, c'est évident. Oui, bien sûr, c'est évident. Je suis indigné parce que Madrid ne comprend pas. Le rôle du roi aurait été justement d'essayer de monter une médiation. Je suis pour une médiation européenne. Je suis que, par exemple, prenons 2 ex-ministres des Affaires étrangères, Joschka Fischer et Bernard Kouchner, aillent à Barcelone et à Madrid et essaye d'inventer avec les acteurs un processus pour peut-être faire évoluer la constitution espagnole, arriver à une Espagne fédérale où si vous voulez, la Bavière en Allemagne s'appelle l'État libre de Bavière. Mais la Bavière fait partie de l'Allemagne. On pourrait avoir l'État libre de Catalogne qui ferait partie d'une Espagne fédérale. Donc, je vous répète, je suis indigné de la bêtise, de la dureté du gouvernement de Madrid et je suis indigné de la simplification des positions indépendantistes. Alors, nous sommes à Strasbourg. Alors, j'aurais pu dire en même temps. Et en même temps, on avait un petit peu compris. Voilà. Nous sommes à Strasbourg, ville où siège le Parlement européen. L'Europe qui semble reprendre des couleurs sous l'ère Emmanuel Macron. Je suppose que vous avez suivi son discours sur l'Europe, son discours de la Sorbonne. Quel regard vous portez sur sa vision de l'Europe, sur sa politique pro-européenne ? Écoutez, quand un président de la République développe une idée de l'Europe, à laquelle je m'identifie parce que ça fait une dizaine d'années que des gens comme moi... Non, j'attendais pas, on disait cela. Vous prenez, quand il parle des listes européennes transnationales, ben vous voyez, moi, ça fait
8 ans que je l'ai proposé avec, par exemple, un député libéral, Guy Verhofstadt, qui était président du groupe Léa. Donc, il y a des tas de choses qu'on a proposées que je retrouve dans le discours d'Emmanuel Macron. C'est vraiment une vision de l'Europe qui est, pour moi, quelque chose de non seulement très important, mais qui fait bouger les lignes. Et donc, oui, Il a quand même été dur avec cette Europe. Je le cite, il a parlé d'une Europe trop faible, trop lente, trop inefficace. Eh ben, il a raison. Pour vous, c'est ça aussi l'Europe? Oui, C'était ça l'Europe jusqu'à son arrivée? Vous savez, j'ai écrit un livre avec Guy Verhofstadt, ça s'appelle « Debout l'Europe ». Et le début, les lignes, c'est tout ce que vous dites sur l'Europe, tout ce que vous pensez de mal sur l'Europe, que ça ne marche pas, c'est vrai. Et nous, de l'intérieur, on vous dit c'est pire. Mais notre avenir est lié à une Europe qui fonctionne. C'est ça le discours de Macron. C'est pas parce qu'on ne critique l'Europe qu'on est contre l'Europe, ça dépend. On a besoin de plus d'Europe. On a besoin d'une Europe qui fonctionne. Et d'ailleurs, moi je trouve que cette semaine, le Parlement européen, c'est pas mal ce qu'il a fait. Un carton orange en disant les négociations du Brexit comme ça ne peut pas continuer. Si on ne protège pas les citoyens européens et les citoyens anglais qui vivent en Angleterre et en Europe, si les Anglais ne veulent pas payer ce qu'ils doivent à l'Europe, alors c'est pas la peine de continuer à négocier. C'est très important comme position. Deuxièmement, le Parlement européen fout à la porte du Parlement Monsanto. Monsanto refuse d'aller à une audition organisée par le Parlement, donc ils disent tous les lobbyistes de Monsanto ne peuvent plus rentrer au Parlement européen. Et aujourd'hui, le Parlement européen retoque la Commission sur les perturbateurs endocriniens en disant vous avez violé la légalité. Moi, je trouve que la démocratie européenne, contrôler les institutions européennes, fonctionne. Quand vous me dites tout le bien que vous pensez du discours très pro-européen d'Emmanuel Macron, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que vous avez été consulté, notamment pour ce discours de la Sorbonne? Est-ce que vous êtes en lien avec Emmanuel Macron sur les questions européennes? Est-ce qu'il vous écoute? Est-ce que vous avez des liens étroits avec lui? Des liens étroits, ça dépend ce qu'on veut dire par étroit. Des liens intellectuels, des échanges. Nous avons des échanges et consulter, c'est non, nous discutons de l'Europe depuis... Moi, j'ai fait sa connaissance, c'était en juin 2016, dans un débat sur l'Europe, organisé avec Sylvie Goulard, à Sciences Po à Paris. Depuis, on se connaît et depuis, on n'arrête pas de discuter de l'Europe. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site, un des sites Sciences Po, et vous revoyez tout ce qui est dans son discours, les moments importants de son discours, on les retrouve dans ce débat qu'on a eu en 2016. Et on continue à échanger, à discuter. Je lui dis quand je ne suis pas d'accord, il m'explique... Régulièrement ? Oui, assez régulièrement, oui. Vous diriez qu'il est en train de prendre le leadership de cette... nouvelle Europe qu'il essaye de construire à la place, au détriment même d'une Angela Merkel un peu affaiblie politiquement en ce moment? Moi, je ne dirais pas cela comme ça, parce que c'est pas comme ça qu'il le voit. C'est pas au détriment d'Angela Merkel. Le problème, c'est que Angela Merkel est une pragmatique qui a des fulgurances. Des fois, on ne sait pas d'où elles viennent. Par exemple, quand tout d'un coup, après Fukushima, elle sort du nucléaire, c'est une fulgurance, parce qu'elle disait le contraire. Elle était pour. On l'a dit imprévisible même, Angela Merkel. On l'a dit finalement très imprévisible. C'est ces fulgurances qui sont imprévisibles. La même chose pour l'accueil des réfugiés. Et Emmanuel Macron, lui, il dit il faut qu'on annonce la couleur. Il se veut pragmatique. Oui, il l'est aussi. Il l'est aussi, mais il veut que ce pragmatisme soit au service d'une vision. Et là... En ce moment, c'est un bol d'air pour l'Europe, parce qu'il oblige tout le monde non plus à décider si pour la semaine prochaine, mais de mettre les discussions en perspective de l'avenir. Et en cela, il a un leadership en Europe aujourd'hui d'ouverture des esprits, de bousculer les gouvernements. Il a plus. Si vous prenez son discours à l'ONU sur le multilatéralisme, il a un leadership des multilatéralistes contre l'hégémonisme américain et russe et chinois. Donc il a un double leadership en ce moment, c'est intéressant. Est-ce qu'il ne va pas se heurter à un mur face à une Angela Merkel qui tout de même reste à la tête de cette Europe et qui va devoir s'allier à des libéraux qui n'ont pas forcément les mêmes idées qu'Emmanuel Macron? On ne va pas vers un bras de fer?
Du calme, du calme. Non, moi, deux choses. D'abord, Angela Merkel aime beaucoup Emmanuel Macron. Vous savez, si vous revoyez, regardez les images... Vous êtes sûr de cela ? Ah, absolument. Regardez les images. Quand Emmanuel Macron a été élu, il a été à Berlin. Et il y a eu une conférence de presse. D'ailleurs, où tout ce qui est débattu maintenant sur le ministre de la zone euro, un budget de la zone euro, était débattu. Et la question qui turlupine les libéraux, c'est-à-dire pas de transfert, disons, d'argent allemand pour boucher les trous en France ou en Italie, ça a été posé là. Et Macron s'est très bien expliqué. Et là, Angela Merkel le regardait, je dis pas avec les yeux de Chimène, mais ça y ressemblait. Elle se disait, c'est mon interprétation, ouais. Hein, elle se disait, si j'en avais un comme ça, je serais pas obligé de continuer chez moi. Donc, elle sait qu'elle doit bouger. Alors, c'est vrai que de monter sa coalition, ça va être très dur. Vous avez dit les libéraux, les chrétiens sociaux. Et puis l'arrivée des nationalistes au Bundestag. Oui, mais oubliez cela, ils sont dans l'opposition. Le problème... Ça, c'est pas un problème pour Angela Merkel, mais c'est un problème pour l'image de l'Allemagne et pour l'image de l'Europe. Vous savez, les nationalistes allemands, c'est 1/3 du vote du Front National en France. D'accord, mais en Allemagne, c'est un petit peu nouveau et ça a surpris tout le monde. C'est pas nouveau. Je vous montre pourquoi. En 1995, Helmut Kohl a ouvert les frontières allemandes à 300 000 réfugiés bosniaques. Parce que vous savez, il y avait une guerre là-bas, si vous vous rappelez. Oui, hein, je n'ai pas 20 Vous n'avez pas oublié. Et 2 mois après, il y a eu une élection régionale dans le Wurtemberg. Et l'extrême droite, qui s'appelait à l'époque les Républicains, ont fait plus de 15%. Donc c'est une réaction automatique à son ouverture des frontières aux réfugiés. Il y a un fond du rejet de réfugiés en Allemagne qui fait entre 15 et 20%. Ça a toujours existé. Le problème aujourd'hui, donc, du prochain gouvernement, c'est comment il va justement surmonter les fissures qui existent, les nouveaux murs qui existent dans l'Allemagne. Mais d'abord, il faut trouver un accord de coalition. Je crois que Merkel y arrivera avec l'aide des écologistes allemands. Et si on prend un petit peu de recul, il y a ces nationalistes en Allemagne, il y a eu le Brexit, il y a eu Donald Trump. On s'aperçoit qu'il y a une montée des extrêmes, des populismes un petit peu partout. La France, il y a le souverainisme de gauche. Et un repli sur soi. Nationaliste souverainiste des insoumis. Et la France a, semble-t-il, résisté à ce repli sur soi. Comment vous l'expliquez ? Enfin, la France a résisté d'abord. La France a résisté au présidentiel parce que vous aviez un candidat qui a attaqué de front. Bah oui, et la France. Merci Emmanuel Macron. Bah oui, il a quand même cogné dur mais c'est quand même 65-35. Alors c'est vrai que tout le monde avait un peu peur à une certaine époque. On disait Marine Le Pen peut gagner. Moi, j'ai fait des paris. Vous savez, j'ai parié au début de 2017 que c'est Macron qui gagnerait contre tout le monde. Contre tout le monde, seulement ils ne veulent plus payer maintenant, tous les paris. Mais il y a une chose qui est intéressante, et ça Macron l'a dit à Angela Merkel. Si l'Europe n'avance pas, elle qui avait peur, et les Allemands, que Marine Le Pen puisse gagner, la prochaine fois, ça peut se passer autrement. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment, Daniel Cohn-Bendit, d'avoir été notre invité dans On va plus loin.